Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire organisé par Vermeg, éditeur de logiciels experts dans les services financiers, banques, assurances et marchés de capitaux, et le cabinet Elancy, leader en France dans le conseil en stratégie et transformation dédié aux services financiers. Nous allons discuter aujourd'hui des plateformes low-code, no-code. Alors pourquoi sont-elles des accélérateurs de la transformation digitale et pourquoi le secteur banque-assurance doit vraiment les considérer aujourd'hui? Si vous vous posiez ces questions, eh bien vous avez frappé à la bonne porte puisque nous allons en discuter pendant environ 1 heure avec Brahim Almaoui, vice-président de la transformation digitale chez Vermeg. Bonjour Brahim. Bonjour Éléonore. Romuald Hajri, associé chez Elancy. Bonjour Romuald. Bonjour Éléonore. Et Benoît Delétrange, directeur adjoint des services numériques de Sofinco, une marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance France. Bonjour Benoît. Bonjour Éléonore. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors avant de commencer, je rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez poser toutes vos questions sur la plateforme. On consacrera quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Alors Romuald, je m'adresse à vous pour ma première question. Pourquoi faut-il connaître aujourd'hui les plateformes low-code, no-code ? Elancy accompagne depuis 20 ans les directions métiers et transformation des banques et assurances dans la construction et l'exécution de leur stratégie digitale. Alors, évidemment, depuis 20 ans, beaucoup a été fait pour développer les services en ligne, construire les parcours digitaux, améliorer l'expérience client et plus globalement transformer les fondations technologiques des systèmes d'information. Mais nous avons vu chez Elancy ces 2 dernières années une accélération impressionnante du rythme des transformations par l'utilisation des plateformes low-code, no-code. Bon, alors, si certains savent ce qu'est une plateforme low-code, no-code, je pense utile de donner quelques explications. Une plateforme low-code, no-code permet à un collaborateur qui n'a aucune compétence de développeur de construire lui-même sa solution digitale qui répond à son enjeu de digitalisation en capitalisant sur les composants fonctionnels et techniques, une bibliothèque qui lui est offerte par cette plateforme low-code, no-code et qui lui permet de sélectionner les bons sous-applicatifs, je dirais, qu'il va lui-même construire comme des pièces de Lego en drag and drop, comme on dit dans les jargons du low-code, no-code, et construire lui-même sa solution qui répond à chaque fois à ce qu'il estime être précisément son besoin. Puis cette plateforme est revue par la direction informatique. Quand je dis revue, c'est dans le sens où il est important, et en ça qu'une plateforme low-code, no-code s'assemble, car la direction informatique a un rôle important à jouer, puisqu'elle va consolider cette solution en lui apportant les briques de sécurité, les briques de capacité. Voilà, ce n'est pas quelque chose que l'utilisateur va faire tout seul et faire vivre tout seul. Il doit s'intégrer dans le patrimoine applicatif. C'est très important de ne pas faire les choses toute seule. Donc, au final, l'utilisateur qui construit sa solution va tirer des bénéfices importants puisqu'il va donc accélérer le time to market. Donc un directeur de la transformation va aller plus vite en concurrence avec ses pairs. Il va résoudre la solution de la rareté des ressources en développement et permettre à une direction informatique de focaliser ses ressources, les dédier à des enjeux très prégnants en ce moment, notamment la cybersécurité, les capacités, les transformations des fondations d'infrastructures. La plateforme va également permettre d'accroître l'agilité entre les métiers et l'informatique, puisque finalement ils parlent le même langage, ils sont concentrés sur cette plateforme, et ensuite bien sûr la satisfaction client. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est important de les citer, et on peut citer les chiffres du Gartner, puisque aujourd'hui c'est à peu près 40% des solutions digitales, des initiatives digitales qui sont réalisées par les plateformes no-code. Et le Gartner anticipe qu'en 2025, ce sera 70%. Donc vraiment, cette accélération est assez rapide, presque foudroyante, quoi. C'est impressionnant. Aux États-Unis, c'est vraiment un essor fondamental. C'est totalement une autre manière de construire les plateformes digitales de demain. Et puis, une croissance de 25% des revenus de ce business, du low-code, no-code. Et puis, 80% des utilisateurs sont très satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'on évite tous les effets tunnels. On a tous connu dans les projets le cahier des charges, je comprends pas ce que t'écris, on recette, etc. Là,
tout de suite, l'utilisateur dit « moi, c'est ça que je veux ». Et l'informaticien capitalise là-dessus. Donc, au total, un essor formidable de ces plateformes que l'on a vu nous-mêmes dans les projets que l'on mène avec certains clients américains d'ailleurs. Mais vous parliez du coup d'enjeux. Si on revient un petit peu dans le détail de ces plateformes, à quelles problématiques elles répondent finalement ? Alors, elles répondent à des problématiques d'automatisation de processus. Bon, c'est du jargon de consultant, mais pour dire très concrètement, par exemple, l'onboarding d'un client. Quand un client fait le choix d'une nouvelle banque, il veut vite être opérationnel. Et donc, il faut automatiser beaucoup de tâches sur les sujets du KYC, sur les sujets de l'anti-blanchiment. Voilà, un titre d'exemple. Deuxième utilisation très forte en ce moment, tout le sujet autour des reporting pour les clients, donc la qualité de ce que le client va pouvoir voir sur sa gestion de portefeuille, l'argent qu'il a confié à sa banque, mais également les reporting réglementaires et financiers, notamment sur la finance durable, sur l'ESG. On voit, nous, on est très très sollicités au sein du cabinet sur ces demandes d'aller produire rapidement des reporting de qualité, qu'ils soient réglementaires ou aussi pour satisfaire l'exigence des clients d'investir dans des plateformes durables. Aussi, bien sûr, la donnée. Donc la monétisation de la donnée, la valorisation de la donnée, donc faciliter les échanges de données et avec peu de données, être capable de tirer des enseignements. Donc la qualité. Et je dirais un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir, c'est tout ce que sont les portails clients. Donc je dirais comment le client va pouvoir facilement avoir accès à une panoplie de services et pouvoir interagir avec fluidité et qualité de service avec sa banque. Et justement, si jamais vous avez des questions concernant ces enjeux, ces challenges sur les plateformes low-code, no-code, n'hésitez pas, j'ai ma tablette et nous pourrons répondre à vos questions un peu plus tard. Pour terminer sur cette petite introduction, Romuald, qui sont aujourd'hui les acteurs sur ce marché ? Alors sur le marché aujourd'hui, je dirais que l'on a majoritairement des plateformes assez généralistes. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, les premiers sujets qui ont été adressés et qui continuent d'être adressés, sont autour de l'automatisation de processus, donc qui ne requièrent pas forcément une profondeur métier particulièrement forte. On peut citer des plateformes américaines comme Encore, comme OutSystems, qui sont des plateformes puissantes mais généralistes. Aujourd'hui, et c'est en ça que nous avons eu l'occasion de travailler avec Vermeg sur sa plateforme Vego, les clients demandent de plus en plus de compétences métiers. Ils veulent une bibliothèque, une marketplace, des accélérateurs, comme on dit dans le jargon du low-code, no-code, qui soient vraiment précis et qui répondent à des enjeux et des besoins métiers. Donc, les plateformes ont tendance à se spécialiser davantage et nous, à chaque fois qu'un client nous sollicite sur des plateformes low-code, no-code, on lui recommande de considérer la plateforme Vego de Vermeg parce qu'elle a une profondeur métier qui est assez unique, qui capitalise sur le métier d'éditeur depuis Vermeg, je crois, 25 ans d'existence. Donc voilà, donc je dirais une différenciation fortement sur la puissance verticale, je dirais. Ben voilà une belle introduction qui nous amène vers l'offre Vego, vous l'avez compris. Merci Romuald. Depuis plusieurs années, Vermeg apporte son expertise à des clients soucieux d'emprunter le virage décisif que constitue la transformation digitale. Et aujourd'hui, donc, c'est à travers une nouvelle offre, l'offre Vego, que Vermeg se distingue, une offre de développement low-code, no-code dédiée et spécifique aux exigences du secteur financier. Alors Brahim, avant que vous puissiez nous décrire cette offre, pour ceux qui ne connaissent pas Vermeg, on revient brièvement sur l'entreprise et les offres que vous proposez. Très bien, Vermeg, c'est un pure player, donc c'est un éditeur de solutions qui s'adresse essentiellement aux services financiers, donc banque et assurance, qu'on sert depuis 25 ans. On les accompagne sur l'ensemble de leurs problématiques et de la chaîne de valeur, que ce soit sur leur cœur métier. Donc on est dans le collatéral, on est dans la gestion des titres, on est dans la gestion des contrats d'assurance. On les accompagne aussi dans leur transformation sur tout ce qui est processus métier, sur toute la chaîne de valeur, depuis la création de l'offre jusqu'au service de ce client. On a à peu près 550 clients qu'on sert dans 40 pays. On a toujours pris un parti chez Vermeg qui est que pour mieux servir nos clients et pour être pertinent dans le domaine de l'édition de solutions, il faut allier deux compétences très spécifiques. La première, c'est connaître le métier aussi bien ou tout aussi bien que le client. Au bout de 25 ans, je pense qu'on commence à connaître un petit peu le métier. Et la deuxième partie qui était très importante pour nous en tant qu'éditeur de solutions, mais aussi quelque chose qui est important pour nos clients, c'est une indépendance technologique. La technologie évolue beaucoup plus vite que le métier.
et on veut tirer parti de la technologie pour servir le métier et pas être dépendant de la technologie. Donc c'est au travers de cette indépendance qu'a été la genèse de Vego dont on va parler plus tôt. Voilà, donc justement, parlons de Vego. De quoi est constituée cette offre? Pourquoi on estime qu'aujourd'hui Vego, eh bien, c'est un accélérateur pour vos clients? Comme l'a dit Romuald dans l'introduction, ce qui est important, c'est de changer de paradigme. Donc effectivement, au début, les cycles de développement de logiciels, d'applications, c'était je vais aller voir l'utilisateur, lui demander ce qu'il veut, passer 6 mois à essayer de comprendre ce qu'il veut, et après revenir avec une application qui, une fois sur deux, répondait à la moitié de ce qu'il demandait. Donc pour changer ce paradigme-là, on a créé une plateforme. Cette plateforme permet autant aux métiers qu'aux informaticiens de collaborer pour créer une application end-to-end sans coder. C'est ça le challenge. C'est comment créer une application sans coder. Et pourquoi ce challenge-là est important à ce moment-là? C'est parce que le besoin n'est pas nécessairement exprimé par un utilisateur interne qui, lui, a vu un process depuis 10-15 ans, qui est capable de le coucher sur un papier. Ils font face à des clients finaux qui ont des besoins qui ne sont pas exprimés dans un cahier de charge, à des partenaires pour distribuer leurs produits, etc., etc. Donc l'idée est de créer une plateforme qui permet à un utilisateur métier, qui n'est pas un informaticien comme moi, mais qui ressemble beaucoup plus à Romuald, et qui va venir sur la plateforme, créer une application en drag and drop, un processus métier end-to-end, il dessine son process, il dessine l'expression de la user experience, il va pouvoir connecter ce processus-là avec tous les systèmes d'information, parce que le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans tout le process, et il va pouvoir le tester, le visualiser et voir le résultat final. Si il lui manque des composantes techniques un peu plus pointues, il va passer la main dans un mode expert sur la même plateforme un informaticien qui lui va pouvoir configurer des petits trucs, des features beaucoup plus techniques, la sécurité, l'accès à la donnée, etc. pour répondre à toute la problématique technique qui n'est pas nécessairement accessible à l'utilisateur. Donc, ce qu'on cherche et ce qu'on a atteint avec cette plateforme, c'est de répondre à 3 choses. 1, c'est la simplicité d'utilisation. Donc, une expérience qui permet de répondre aux besoins métiers et pas nécessairement de s'embêter avec la technicité. 2, il faut que cette plateforme soit verticale. Donc, on n'est pas en train de construire un workflow. On est en train de construire un parcours de souscription. On est en train de répondre à une problématique d'onboarding. Donc, il y a du métier là-dedans. Donc, on a créé et verticalisé la plateforme avec des accélérateurs, que ce soit des widgets, des composants métiers, pour répondre à ces problématiques métiers, qu'elle soit ouverte, cette plateforme, pour pouvoir se connecter soit à du legacy, il en existe chez nos clients, soit à des nouvelles solutions qui ont été construites aussi par nos clients. Et tout ça pour répondre à une problématique de time to value. Il est important qu'on aille vite et qu'on travaille en agilité. Alors justement, pour résumer tout ça, on va regarder une petite vidéo qui nous illustre l'offre Vego. Digitalization is not just about client experience. It is a way to address financial services sector challenges and needs. Demanding clients, intrusive and strong regulation, margin pressure, and siloed organization. Insurance and banks need to adapt across all the value chain and across all the organization. Generic platforms or development frameworks are only scratching the surface when financial services companies need mission-critical business-focused approach. Introducing Vego, the first financial services dedicated low-code or no-code platform. With Vego, you will rapidly bring real change across all the value chain to address financial services specific needs. Vego Open Marketplace is a wide range of ready-to-deploy use cases, highly configurable business components, and connectors to the largest ecosystem of legacy and new solutions. With Vego, you configure and deploy core processes, connect them to your legacy or new solutions, and create immediate value and change. Vego also offers ready-to-use solutions specifically designed to solve banks and insurance business challenges, distribution, onboarding, compliance, or creating new products and services. Being an open architecture platform, Vego's applications can easily be connected with existing systems to interoperate through seamless integration, offering improved agility, reduced costs, increased productivity, and accelerated time to value. So what are you waiting for? Ignite your business with Vego. Build your own app, empower your roadmap, and go live in a snap. Vego, build it and drive the change.
Voilà pour la vidéo de présentation de Vego, en considérant que tout le monde sait bien parler anglais, mais on imagine que cette vidéo aussi sera proposée en français. En tout cas, Brahim, finalement, à quel profil d'institution financière s'adresse Vego aujourd'hui ? Vego est dédié à la banque et à l'assurance, donc aux services financiers, et elle adresse toutes les institutions qui ont besoin de transformer soit leur offre et leurs produits, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on parle plus de produits, on parle de plus en plus de services, ou de transformer une ou tout ou partie de leur chaîne de valeur en accès à des partenaires ou à des clients finaux. Elle leur permet de faire quoi? Donc, c'est d'exposer leur offre et leurs produits de façon beaucoup plus simplifiée, parce que les offres bancaires, assurantielles sont très compliquées, très complexes, mais cette complexité reste dans le back-office. Elle doit être exposée de façon très très simple à leurs partenaires ou à leurs clients finaux. Et elle permet aussi d'intervenir sur une ou partie ou toute la chaîne de valeur, que ce soit pour la distribution, pour le service, pour la contractualisation, le suivi, et tout en restant très très compatible avec la réglementation, donc devoir de conseil, MiFID et ce genre de choses. Donc, elle leur permet d'adresser ces deux enjeux-là en restant compatibles avec la réglementation et en adressant la diversification en termes d'expérience, que ce soit sur la distribution, sur ce qu'attend le client final, les plateformes et ce genre de choses. Merci Brahim. Alors, avant de clôturer cette partie et d'introduire notre troisième invité, Romuald, une dernière question. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'agenda d'un patron de la transformation digitale ? Alors pour être synthétique, je dirais qu'un patron de la transformation aujourd'hui a 3 enjeux stratégiques à adresser. Le premier, c'est améliorer ou continuer d'améliorer l'expérience client. Donc que le client soit satisfait de sa relation avec sa banque, dans sa consommation de ses produits, donc fluidifier les échanges et interagir avec lui avec satisfaction. Le deuxième enjeu, c'est les enjeux de banque as a service, donc l'ouverture de la banque, ce qu'on appelle dans le jargon l'open banking, donc c'est toute la connectivité de la banque avec tout un écosystème. Donc d'offrir une banque digitale qui lui permet de nouer des partenariats avec des acteurs bancaires, non bancaires, des fintechs et autres. Et le troisième enjeu, c'est, ne l'oublions pas, des enjeux de risque et de conformité, d'assurer que la banque est en règle et même tire profit des exigences réglementaires pour améliorer ses ratios financiers et de solvabilité. Et donc, c'est toute la conformité réglementaire. Donc, ça se traduit par un portefeuille d'initiatives digitales, de projets digitales, de cas d'usage que le directeur de la transformation doit exécuter le plus vite possible et en dépensant le moins d'argent possible. Donc pour cela, il a plusieurs moyens. Donc les plateformes sont pour lui un accélérateur. Et je voudrais peut-être préciser 2 points qui sont ce qu'on entend souvent sur les plateformes. Le choix d'une plateforme n'est jamais exclusif pour un patron de la transformation. Lui, il doit choisir la bonne plateforme pour le bon besoin. Donc c'est ça ce sujet que nous, chez Lancy, on pousse, c'est cette verticalité. Voilà, la baguette de pain chez le boulanger. Donc pas dans le supermarché. Donc une plateforme n'est pas exclusive. On peut avoir une plateforme Vego avec une plateforme généraliste de type Salesforce. On va pas faire de pub, mais c'est un acteur qui est plus généraliste. Deuxième point qu'il faut lever, les plateformes ne sont pas un batch ou un élément, je dirais, de plus dans un élément de transformation. C'est un levier fondamental pour aller vite et construire. Mais il faut que cette plateforme offre une bibliothèque de composantes qui, je pense, c'est une tendance de marché, va être de plus en plus vers une marketplace, comme on connaît nos places de marché, et voilà, qui permet finalement de faciliter et d'offrir aux banques la capacité de monétiser leurs investissements informatiques. Je l'ai développé pour mon besoin, pour ma banque. Est-ce que je pourrais pas trouver un moyen de vendre ce que j'ai construit par une plateforme qui va être utilisée par une autre banque? C'est une transformation profonde et dans les recherches de retour sur investissement, cette monétisation est aussi adressée par les plateformes. Donc on l'a bien compris, l'intérêt des dirigeants à s'orienter vers des plateformes de low-code, no-code devient grandissant aujourd'hui pour permettre aux utilisateurs de construire eux-mêmes des solutions répondant à leurs enjeux. Banque et assurance ont besoin de solutions pour concilier réduction et du time to market et meilleure adaptation et adéquation aux besoins des collaborateurs comme des clients. Eh bien, je vous propose maintenant d'introduire notre troisième invité
invité, Benoît Delétrange. Je le disais en introduction, vous êtes directeur adjoint des services numériques de Sofinco. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, recontextualiser les missions de Sofinco aujourd'hui ? Sofinco est un leader français du marché du crédit à la consommation. On est là pour accompagner nos clients au quotidien et proposer, face à certains projets qu'ils ont, une solution de financement adaptée. On travaille à la fois sur le B2C et le B2B. Alors le B2C, c'est finalement vous, moi, on a un besoin de financement, un besoin de trésorerie, un besoin de rénover sa maison, donner un coup de peinture. Voilà, on va aller sur le site sofinco.fr et on peut faire une demande en ligne. On a aussi le B2B, ou plutôt le B2B2C. C'est-à-dire que là, on va s'appuyer sur des partenaires, Fnac, Darty, Castorama, Ikea, et c'est eux qui vont proposer la solution de financement face à l'achat d'une cuisine, d'un écran plasma ou autre bien que le client souhaite acquérir et sur lequel il veut une facilité de paiement. Cette année, on a accompagné les Français sur 2 millions de projets. Et on s'appuie sur un réseau d'une centaine de partenaires, de plusieurs centaines même de partenaires, 7000 apporteurs. À l'instant T, on gère un encours à peu plus de 11 milliards d'euros. Et aujourd'hui, quels sont les leviers qui vous permettent de construire votre stratégie de transformation ? Alors, rappelons que l'ambition, c'est finalement de répondre et même de devancer les attentes de nos collaborateurs, de nos clients, qui sont aussi clients, de nos clients et de nos partenaires. Ils veulent finalement plus de rapidité, plus de simplicité. Ils veulent pouvoir commencer leur parcours de souscription dans leur canapé, le terminer potentiellement en magasin, être en magasin, le terminer sur leur canapé, faire tout sur leur canapé ou tout en magasin. Enfin, on aime notre canapé. Voilà, c'est un certain, et moi aussi. Ouais. Et finalement, c'est cette expérience client qui est à fournir. Donc on est à la fois sur du digital et du phygital. Pour autant, ce qui s'est accéléré encore plus, là, c'est finalement ce time to yes, c'est-à-dire cette nécessité de répondre rapidement aux clients et que ce soit une réponse engageante pour le client et qu'il puisse se dire c'est bon, je suis financé. Et ça, c'est vraiment central dans notre stratégie de transformation. Et du coup, pour vous relier à Vermeg, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous orienter justement vers l'offre de Vermeg ? On avait une expérience réussie. On marche beaucoup au sein du groupe et chez KCIS, donc une entité du groupe, il y avait une expérience réussie avec Vermeg, avec plus d'une dizaine d'applications réalisées avec le framework Palmyra. Pour nous, c'était un accélérateur de développement et une sorte de boîte à outils pour co-construire avec le métier une partie quand même qui est relativement compliquée, qui est la partie étude et acceptation, le poste du conseiller qui fait l'étude et acceptation des dossiers de crédit. Alors Brahim, en lien avec ce que vient de dire Benoît sur les problématiques de time to yes ou de rapidité opérationnelle, est-ce que vous avez aussi ces problématiques sur l'ensemble du secteur banque-assurance ? Non, absolument. Je pense qu'on retrouve ici toute la complexité de la transformation digitale telle que l'a exprimé Benoît. On est parti de processus métiers qui étaient exécutés dans des institutions qui étaient fermées, qui ouvraient à 8h le matin pour certains et qui fermaient à 3h l'après-midi. C'est une banque ou peut-être 3h30, c'est une assurance. Et on est en train d'exposer tous ces processus métiers sur des chaînes de retail, chez Darty, chez Fnac, sur des sites, sur des applications mobiles. Et donc, c'est pas le besoin en termes d'instantanéité, en termes de temps de réponse, n'est pas le même. Voilà. Donc, on a des processus complexes qui doivent rester complexes dans le bac. Mais par contre, dès qu'on va aller les exposer, que ce soit au travers du B2B à des partenaires ou à des clients finaux, il faut qu'on simplifie l'expérience sans dénaturer le process. Et c'est ce qu'on retrouve dans les compagnies d'assurance qui commencent à distribuer des produits chez le constructeur, chez le vendeur de voitures. Quand Benoît, au travers de Sofinco, ils vont octroyer un crédit pour acheter une machine à laver, à ce moment-là, il y a une assurance qui rentre aussi en jeu pour l'extension de la garantie. Donc, les services des assurances et des banques sont déportés
maintenant sur des endroits où ils n'existaient pas avant. Il doit répondre à ces problématiques de time to decision, time to market, time to value. Et c'est en ça que la plateforme Vego porte tout son intérêt, c'est comment prendre des processus compliqués, multiplier l'expérience sans refaire à chaque fois, redévelopper un parcours. Et pour nous, la solution, c'est de construire des briques qui répondent à des petits besoins, qui sont connectés au back-office, qui permettent de déporter le métier du back-office et de l'institution, le process métier, vers les points de vente et les points de service. Et c'est des petits Legos qu'on utilise pour démultiplier l'expérience et être capable de répondre aux enjeux et aux besoins de chacun par rapport à son canal de distribution, son canapé ou sa tablette. Voilà. Et puis évidemment, quand on parle de crédit à la consommation, on parle aussi de maîtrise du risque. Benoît, comment Vermeg vous aide à atteindre cette efficacité opérationnelle ? Alors, rappelons effectivement que lors de la souscription, la maîtrise du risque est primordiale. Il y a même des risques. Il y a 2 risques majeurs qui sont le risque de fraude. Est-ce que la personne qui est en train de me demander un crédit a l'intention réellement de me le rembourser ? Et le risque d'octroi. Est-ce que la personne qui me fait sa demande de crédit est en capacité de rembourser sans fragiliser finalement sa vie ? Ça, c'est notre cœur de métier depuis 70 ans. On est sur des bases solides, on continue à automatiser, mais ce qui est nécessaire, c'est de venir condenser et le fameux time to yes, c'est le fait de condenser le temps et de pouvoir répondre de manière engageante à nos clients qui demandent une solution de crédit. La solution que l'on a posée ou qu'on a co-construit avec le métier, avec Vermeg, permet finalement de venir automatiser des contrôles, venir faire des contrôles croisés entre finalement ce qu'a déclaré le client, le questionnaire que remplit le client, les pièces justificatives et voir une troisième source qui est finalement on connaît peut-être déjà le client dans nos systèmes ou sur le marché on a peut-être des informations sur ce client-là. Donc ça permet d'accélérer tous ces contrôles, tout ce flux de données et de répondre rapidement sur les magasins Ikea, Fnac ou Darty. On répond en moins de 5 minutes de manière engageante à l'ensemble de nos clients. Et il y a même sur 30% des clients, la réponse est dans la seconde. Voilà, c'est automatique. Alors qu'il y a encore quelques années, avec les délais postaux, c'était plusieurs semaines pour finalement pouvoir s'engager réellement vis-à-vis d'un crédit. Et alors concrètement, dans quel type de situation les conseillers Sofinco utilisent ces plateformes ? Alors, ils utilisent la plateforme dans cette partie d'études et acceptation, c'est véritablement leur poste. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 000 dossiers qui sont étudiés sur cette plateforme par mois. Alors, 100 000 dossiers, c'est des millions de données qui sont brassées, des centaines de milliers de pièces justificatives qui sont également brassées. C'est l'équivalent de la population de Roubaix ou de Nancy qui passerait dans nos systèmes avec toutes ces informations. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'humain perd son rôle face à ces nouvelles solutions digitales ? Non, pas du tout. Il est clairement au cœur. Au Crédit Agricole, on aime à dire qu'on est 100% humain, 100% digital, et c'est un vrai sens. On est là pour... en fait, si on réfléchit 2 secondes, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette banque ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une banque ? C'est le fait que sur des demandes standardisées, je veux faire un virement, je veux mon relevé, je veux faire un crédit, et je suis dans les standards, et j'ai aucun sujet qu'on me réponde rapidement à ma demande. En revanche, quand j'ai une demande qui est un peu plus compliquée, quand j'ai un profil un peu plus atypique, là, je ne souhaite pas, comme c'est le cas dans pas mal de concurrents de FinTech, où là, c'est un mur numérique, où là, bon, ben voilà, vous êtes dans les 20, 25%, 30% qui... Vous n'avez pas de réponse, vous n'aurez jamais de réponse. Il n'y a pas d'humain. Nous, il y a un humain pour traiter votre demande. Et donc, sur cette partie octroi, on va automatiser les dossiers qui sont standards et on va positionner les collaborateurs sur les dossiers où il y a un peu plus de technicité, où leur savoir-faire, leur expertise, leurs compétences est véritablement requis. Et voilà, le client est important pour CACF, mais le collaborateur tout autant.
Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est en direct depuis 8h30 pour un webinaire dédié aux plateformes low-code, no-code. On va prendre le temps de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur la plateforme. Alors, une question encore, Brahim. Benoît vient de nous parler d'exemples concrets comme l'octroi de crédit ou la rapidité de réponse. Pour rappeler que l'offre Vermeg couvre aussi bien les banques mais aussi les assurances, est-ce que vous avez des use cases prêts à l'emploi à nous présenter ? Oui, tout à fait. Donc, au fait, on a commencé. L'esprit de Vego, c'est d'accélérer, c'est d'aller vite, c'est de répondre à des besoins divers et variés, mais il se trouve aussi qu'il y a des besoins qui sont les mêmes pour l'ensemble des compagnies d'assurance et qu'on a identifié très très tôt et on les a construits, on a configuré nous-mêmes et mis à disposition sur la plateforme des use cases. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est un sujet qui nous concerne tous, et on est dans la protection sociale. Donc, tous les ans, il y a des milliers d'employés, des milliers de Français qui doivent souscrire ou adhérer à des contrats de santé collective ou de prévoyance au travers de leur entreprise, au travers de leur convention s'ils sont indépendants, etc. Et ce processus-là se répète pour des millions d'utilisateurs, de consommateurs ou de Français tous les ans. Ce process, c'est un processus d'affiliation, et ce qu'on a constaté, c'est que une fois sur 2, c'est un processus papier. Donc, quand quelqu'un rejoint une entreprise, on lui envoie un formulaire, il doit le remplir, l'envoyer à sa RH ou son RH, qui doit le vérifier, l'envoyer par la poste à la compagnie d'assurance, et ça prend des semaines et des semaines, et pendant ce temps-là, on n'est pas sûr qu'on est assuré. Donc, on a créé une digital app, un use case prêt à l'emploi qui permet de digitaliser tout ce process-là. Et on est capable d'emborder aujourd'hui 300, 500 000 employés sur un contrat d'assurance collective d'un grand groupe français en quelques semaines. Voilà. Donc ça, c'est le même processus, il est normalisé, il est standard, il n'y a pas de raison pour aller le configurer à chaque fois. C'est disponible, il est sur la plateforme Vego, utilisable en mode SaaS. Le deuxième, c'est use case, c'est effectivement relié à la protection sociale en France. Donc, on est sur des souscriptions de contrats collectifs. C'est un processus très compliqué. Donc, il y a des appels d'offres. On va aller voir des RH, on va aller voir des compagnies d'assurance, des actuaires, etc. Il y a au moins 15 intervenants sur un processus qui était très compliqué, très fragmenté. Et on en a créé aussi, pareil, on a construit un use case pour simplifier ce process-là, faire collaborer tous les gens, depuis l'employé, l'employeur, les syndicats, le commercial jusqu'à l'actuaire. C'est le même processus, on est sur un métier très normalisé, donc ça c'est un use case qui existe, disponible aussi en mode SaaS. Troisième use case, c'est avec la multiplication des réseaux de distribution. Donc voilà, Benoît en parlait, Sofinco distribue ses produits avec des partenaires, 7000, c'est le chiffre. Les compagnies d'assurance font la même chose aussi, ils distribuent au travers des chaînes de retail, des affinitaires, etc. Mais donc il y a de plus en plus de partenariats qui se créent, mais il n'y a pas de plateforme pour gérer. Aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme pour gérer ce type de partenariat. Donc, comment onboarder un partenaire? Donc, quelqu'un qui veut distribuer les produits de Sofinco, qui veut distribuer les produits d'une grande compagnie d'assurance, il a besoin d'avoir une convention, un agrément, il a besoin de définir les modalités de partenariat, la rémunération, il a besoin de suivre cette relation. Donc, pareil, on a construit un use case, on a configuré un use case prêt à l'emploi sur Vego qui permet d'onboarder de façon digitale un partenaire pour distribuer et servir une compagnie d'assurance ou une banque, qui permet de suivre la performance aussi de cette relation avec des dashboards, des alertes, et qui permet de vérifier qu'on est tout le temps conforme à la réglementation. Parce qu'à la fin, c'est le porteur de risque ou le constructeur de produits qui est responsable vis-à-vis du consommateur final. Donc voilà 3 use cases qui sont un besoin très générique, configuré, prêt à l'emploi, disponible en mode SaaS pour répondre à des enjeux. Merci Brahim, ce sera d'ailleurs l'occasion peut-être de prochaines émissions avec Vermeg. En tout cas, il y a beaucoup de questions sur la plateforme, ma petite tablette en tout cas. Donc merci d'être aussi nombreux. On va prendre le temps maintenant de répondre à ces questions. Peut-être que vous venez d'arriver au travail ou peut-être que vous êtes en télétravail et que vous nous suivez depuis votre canapé, puisqu'on parlait de canapé depuis le début. Alors, première question que je retrouve sur ma tablette. Alors, c'est une question très simple. Quelle différence finalement entre le no-code et le low-code? Pourquoi on différencie, on donne 2 noms différents à ces plateformes? Qui souhaite répondre? Que ce soit no-code ou low-code, à la fin, il n'y a pas de code.
Donc le but du jeu, c'est de créer une application en évitant de coder. Le no-code s'adresse à ce qu'on appelle dans le jargon des citizen développeurs, donc à des gens comme vous, comme Romuald, qui connaissent pas du tout l'informatique, mais qui vont juste utiliser des formalismes très simples pour dessiner et construire une application. Le low-code, on va aller dans des couches un peu plus basses, donc ça s'adresse à des informaticiens, parce qu'on manipule des concepts qui sont la sécurité, et le cryptage des données, etc. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de code, juste le profil. Le no-code, on connaît rien à l'informatique, on est capable de construire. Le low-code, il faut avoir quelques concepts. D'accord. C'est ça la différence. C'est clair. Une question pour Benoît maintenant. C'est quoi le coup d'après pour Sofinco autour de la souscription et de l'efficacité opérationnelle ? Alors, le coup d'après, déjà, il y a de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'essayer d'automatiser des contrôles, de les standardiser et de faire que la part, je vous parlais du dossier standard, puisse augmenter au fur et à mesure. Après, ça, c'est le quotidien. C'est vraiment l'amélioration continue. Après, on a à court terme, à moyen terme, la volonté de revoir assez drastiquement le process de souscription. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, on a un formulaire client, des pièces justificatives, potentiellement d'autres données, et on vient essayer de comparer les deux, de voir si ce qu'a déclaré le client, c'est ce qu'on retrouve dans les justificatifs. Là, l'idée, c'est finalement de plus demander quoi que ce soit au client, juste de s'authentifier et de demander l'autorisation d'aller récupérer ce qu'on appelle des API Open Banking. C'est finalement, sur le marché, il y a des personnes des groupes qui vont fournir des informations à partir, par exemple, de votre numéro de téléphone. Au lieu de vous demander de me dire où est-ce que vous habitez et de le justificatif EDF, et moi je dois comparer les deux adresses, finalement je vais vous dire, est-ce qu'avec votre numéro de téléphone, vous m'autorisez à aller voir votre opérateur qui lui va me donner votre adresse qui sera vérifiée. Vous n'aurez pas besoin de me l'écrire et moi j'aurai pas besoin de la vérifier puisqu'elle est par définition vérifiée. Et là, donc, c'est une simplification pour tout le monde, pour le client. Il n'y a même pas besoin de remplir quoi que ce soit et d'essayer de trouver son dernier relevé EDF. Et aussi, un contrôle en moins pour les conseillers. Donc, tout le monde sort gagnant. Merci Benoît. Une question maintenant pour Brahim. Les internautes sont curieux de découvrir la plateforme Vego. Cette question, quels sont les modes d'usage de la plateforme ? On parle de SaaS, Cloud, On-Premise. Quels sont les modes d'usage ? La plateforme par défaut est offerte en mode SaaS. Donc elle est disponible sur le cloud public AWS. On peut créer un compte et commencer à l'utiliser en quelques secondes. Donc ça, c'est le mode d'usage par défaut. On offre aussi aux comptes entreprises qui souhaitent installer la plateforme pour leurs propres besoins sur du cloud privé ou on-prem, mais ça c'est pour les comptes entreprises, on est capable de le faire. Mais par défaut, la plateforme est cloudifiée et prête à l'emploi sur AWS. D'accord. Autre question, il a été mentionné que plusieurs plateformes différentes peuvent être utilisées pour des usages différents. Quel est donc l'avantage d'utiliser une solution comme Vego au lieu de solutions plus généralistes ? Qui veut répondre ? Romuald ? Tu peux commencer. La spécialisation. L'utilisateur ne veut pas, plus personne ne veut de fausses promesses. Donc l'utilisateur, en utilisant une plateforme qui adresse son métier, veut être certain de trouver une bibliothèque d'accélérateurs qui lui permettra de répondre à sa problématique. Donc voilà, Vego est une plateforme dédiée aux services financiers et elle offre une bibliothèque de composants fonctionnels et techniques profonde. C'est ça qui nous intéresse chez Elancy. Par ailleurs, nous aimons l'ambition, peut-être Brahim pourra confirmer, d'aller vers cet objectif de monétisation. Car on pense vraiment que c'est le sens de l'histoire, d'aller pouvoir aider les banques. Souvent, quand nous construisons, nous exécutons des stratégies digitales avec nos clients, on doit faire des business cases pour aller le vendre au comité exécutif. Et ils demandent, c'est quoi le ROI, retour sur investissement, pardon. Et donc, certains disent, on va essayer de la revendre à d'autres. Pour ça, il faut des places de marché. Et Vego en est une. Je crois vraiment à la spécialisation ouverte sur un écosystème. Non, absolument. Je pense que la grosse différence entre une plateforme générique et une plateforme
verticaliser, c'est le métier. Donc, quand on va rentrer sur une plateforme générique, la question qu'on va poser à un citizen développeur ou un utilisateur, c'est est-ce que tu veux construire un workflow ? Quand il est sur Vego, c'est est-ce que tu veux construire un process de souscription d'un contrat d'assurance, d'octroi de crédit. Donc on est vraiment dans le métier, on parle et on est capable de faire ça, voilà, d'être plus spécifique et d'accompagner l'utilisateur, notamment le citizen développeur dans le no-code, de l'accompagner pour construire un processus métier. Et ce que la première étape, c'est demander les informations sur le client. Donc est-ce que c'est une adresse ? Il va pas construire from scratch. Donc c'est la grosse différence et l'accélération, c'est le métier qui est porté dans cette plateforme pour la verticaliser. Je pense qu'on peut reprendre l'image de la boîte à outils. Il y a la boîte à outils pour le bricolo, enfin dire standard avec la perceuse, voilà. Un charpentier, il a des outils un peu spécifiques qui accélèrent. Il pourrait faire la même chose avec la perceuse standard, mais il va mettre plus de temps et finalement il a des outils spécifiques qui lui permettent d'accélérer et de répondre réellement à son métier. Autre question qui peut compléter d'ailleurs ce point, est-ce que Vego est prédisposé d'interconnecter avec d'autres solutions no-code du marché pour compléter le landscape no-code dans l'entreprise ? Bon, on l'a un peu dit finalement. Oui, mais ça c'était un point d'investissement qui était très important pour nous. On l'a dit une fois, des parcours, des solutions digitales n'existent pas en vase clos. Donc elles doivent être interconnectées avec un back-office ou avec des parties de parcours qui ont été construites avec d'autres plateformes. Donc on a un parti pris, on investit énormément et on continue à investir pour offrir des connecteurs vers les back-office ou vers d'autres solutions pour coexister avec, je vais pas les citer, je vais pas faire de la pub, mais c'est important pour nous parce qu'il faut éliminer toutes les ruptures pour avoir un parcours end-to-end. J'ajouterais aussi qu'il faut des connecteurs aussi vers les gros systèmes de gestion. Si on prend la banque d'investissement, on peut les citer, de toute façon, ils sont un Murex, un Summit, etc. Il faut être capable, si on va adresser par la plateforme une exigence autour de la qualité de la donnée, la circularisation de la donnée, il faut qu'à la fin, on puisse garantir que la plateforme offre des connecteurs sur ces systèmes-là. Sinon, on ne s'intègre pas dans un legacy, comme on dit. Alors, d'expérience, au bout de combien de temps, finalement, on acquiert une expérience aussi, une expertise métier ? C'est la question. Alors, je vais la remettre dans le bon sens, mais j'ai voulu un peu changer. D'expérience, le métier acquiert une expérience pour créer au bout de combien de temps ? Donc, finalement, j'ai un petit peu... Vous voyez, j'ai compris. Enfin, je pense la question... posée, et finalement, est-ce que c'est facile d'utiliser la plateforme ou bien est-ce qu'il faut être formé pendant 20 ans ? Donc ça, je pense que c'est une condition essentielle de succès des plateformes de low-code, no-code. Donc quelqu'un qui sait utiliser Excel est capable d'être onboardé et de commencer à utiliser la plateforme au bout de quelques heures ou quelques jours. Donc, sinon, ce n'est pas une plateforme low-code. Sinon, c'est pas des... Tout à fait. Parce que l'utilisateur doit rien... Moi, qui ne connais absolument rien à l'informatique, j'ai pu me jeter sur... Voilà, c'est assez intuitif. Non, mais c'est-à-dire qu'on parle... Il y a beaucoup de termes, en fait. Ça fait un peu peur, mais finalement, pas du tout. C'est très simple d'utilisation. En fait, on commence à dessiner un processus. Je veux recevoir le document, et puis pour ça, il faut que j'ai un sel qui est capable de gérer le document. Alors, je vais dans la bibliothèque. Ah, ça a l'air de le faire. Je vois le descriptif, et puis après, on fait c'est un puzzle. Simplement, il ne faut pas que manque une pièce. Alors, Romuald, peut-être que d'ailleurs, on va se répéter, mais il y a des gens qui viennent de nous rejoindre sûrement sur le webinaire. Quelles sont les priorités pour que les institutions financières... quelles sont les priorités que les institutions financières devraient adresser dans leur transformation digitale ? Je ne vais pas me répéter sur les enjeux. J'ai parlé de l'enjeu de qualité d'expérience client, produits, services, le sujet de l'ouverture, de l'open banking et le sujet de la conformité et des risques. Et je vais peut-être appuyer un peu sur le sujet de la conformité et des risques. C'est vrai que j'y passe pas mal de temps sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre d'abord le risque de non-conformité, donc la production des reportings réglementaires. Donc je ne vais pas aller trop dans le détail, mais des reportings sur les MiFID, le reporting des transactions, les reportings sur l'ESG, les fichiers EET, la finance durable, c'est plus du discours. Le greenwashing, c'est terminé. Donc les preuves et le régulateur
Dans 1 an ou 2 ans, on a des échanges avec des inspecteurs de la Banque Centrale Européenne qui sont, je dirais, bienveillants avec les banques en leur disant voilà ce qu'il faudra que vous produisiez, etc. Mais ils se préparent dans 1 an et demi à commencer à faire leur première visite. Donc, il faut être en mesure de travailler la donnée, s'assurer qu'on a la bonne donnée au bon endroit et qu'on est capable à la fin de produire des reportings de qualité. Donc, finance durable et d'autres reportings. Deuxième sujet, le risque opérationnel. Donc, comme disait Benoît, le risque de fraude. Donc, aujourd'hui, c'est un coût très important. Les pertes opérationnelles, des erreurs d'exécution, il m'a manqué une information pour bien couvrir mon risque sur le collateral management, sur la gestion du collatéral. Voilà. Le risque, c'est un sujet très prégnant et également très suivi par la Banque Centrale Européenne, parce que n'oublions pas qu'avec les crises financières qu'on a eues, c'est depuis 2008, les banques gèrent le risque systémique. Donc le risque opérationnel. Ensuite, le risque de crédit, dans l'octroi de crédit, garantir qu'on fait bien vivre la direction des risques et la banque de détail, qui sont des dialogues qui sont maintenant plus normaux, mais qui n'ont pas été très faciles. Le risque m'empêche de faire du business, ce genre de discours. Et enfin, comme également l'a dit Benoît, le risque de conformité avec tous les dispositifs de contrôle permanent. Donc la bibliothèque de contrôle qui garantit que on les a au bon endroit, que les utilisateurs, enfin que les métiers soient soit ils sont directement dans les systèmes, soit ils le font naturellement. Et la transformation digitale permet d'automatiser tout simplement ces contrôles directement en les intégrant dans les processus opérationnels. Ça, on voit vraiment énormément de demandes et finalement, les plateformes rentrent beaucoup par ces sujets-là. Le chapeau de tout ça étant, sans faire le mot un peu magique de la donnée, mais la valorisation de la donnée avec avoir la bonne donnée de qualité pour créer de la valeur pour les clients et pour le reporting. Voilà, peut-être en complément, peut-être. Merci Romuald. Maintenant, une question pour Benoît. Quels sont les facteurs clés de succès d'un projet low-code, no-code ? C'est finalement comme on co-construit. On a une boîte à outils, il faut une proximité avec le métier. Il faut finalement lui expliquer comment on se sert de ces outils-là. Il y a un véritable quand même accompagnement, mais il faut que le métier finalement joue avec ces outils, ce qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire. Il peut avoir plutôt l'habitude de rédiger une expression de besoin, et là, il se jette dans le bain avec un accompagnement, mais c'est très bénéfique puisqu'effectivement ça raccourcit les choses au lieu d'avoir un effet tunnel en disant voilà mon besoin. Après il se passe un truc. Il y a un jour une recette, il s'aperçoit que effectivement, bon, ça a été bien codé, ça répond, mais déjà son besoin, il a un peu évolué. Il aurait bien voulu redonner un petit coup sur son processus, mais voilà, le truc est parti. Et donc cette agilité, sans galvauder le terme, mais est pour moi très importante pour justement toujours coller aux souhaits métiers, aux souhaits de l'entreprise. Peut-être cette question pour Brahim, encore un terme que je ne connaissais pas. Proposez-vous un système OCR, reconnaissance optique de caractère dans les composants fonctionnels de Vego ? Est-ce qu'il y a ça dans Vego aujourd'hui ? Oui, au fait, on a des connecteurs vers des outils OCR du marché. Donc, Vermeg n'a pas été construire un outil. Des outils d'OCR, il y en a même sur votre téléphone, il y en a plein. Donc, on a construit des connecteurs standards qui permettent d'intégrer n'importe quel type d'OCR. Et par contre, ce qu'on a mis dans Vego, c'est le fait d'exploiter les données OCRisées, que ce soit dans le cadre d'un rachat sur un contrat d'assurance ou pour la signature électronique. Donc ça, c'est des briques qu'on a embarquées, mais les connecteurs vers les OCR, oui, on en a. Voilà, qui est clair. Moi, j'avais juste une petite question, Romuald, concernant les chiffres que vous nous aviez donnés tout à l'heure. D'ici à 2025, 70% de plateformes low-code, no-code utilisées, en tout cas dans le secteur. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Est-ce que vous pensez que on va y arriver, le secteur va y arriver ou pas, puisque c'est vraiment dans... C'est un chiffre du Gartner, déjà, pour donner la source, c'est important. Moi, je pense 70% me paraît peut-être un peu, non pas exagéré, mais surprenant. Je crois
définitivement que les plateformes low-code, no-code, métiers, dans chacun des métiers, la banque, l'industrie, ça, vont s'installer comme des accélérateurs essentiels, fondamentaux de la transformation digitale, parce que c'est un accélérateur, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Le facteur clé de succès de notre point de vue, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être ouvert également dans sa plateforme, et que dans le cas de Vego, nous on recommande d'aller vraiment vers ce sujet de la monétisation, comme on dit, le one-stop shop. Je vais sur une plateforme qui ne concerne que la banque et l'assurance, je devrais trouver tout en magasin au meilleur prix. Voilà. Donc oui, si c'est pas 70%, ce sera de toute façon, un directeur de la transformation ne peut pas se tenir à jour de l'évolution de ces plateformes, ne peut pas apprendre, les considérer, les tester. C'est le but de notre message ce matin. Mmh. Benoît, vous parliez tout à l'heure du rôle de l'humain finalement. Non, l'humain ne va pas remplacer, les solutions digitales ne vont pas remplacer l'humain puisqu'il sera toujours là sur des problématiques spécifiques. Est-ce que avec les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, on est sûr qu'elles prendront pas le dessus quand même sur l'humain? Alors, l'intelligence artificielle, faut savoir que c'est pas magique non plus. L'intelligence artificielle, faut apprendre. Faut faire apprendre à la machine avant qu'elle devienne intelligente. En général, c'est des petits humains. C'est-à-dire que même dans la plupart de vos chatbots sur lesquels il y a une intelligence artificielle, il y a des personnes qui, pendant des jours et des jours et des jours et des jours, ont appris à la machine l'information. Et aussi, il y a toujours des questions sur lesquelles le client dit « votre robot, il m'a pas répondu, il n'a rien compris ». Et là, il y a forcément un humain qui essaye de comprendre les subtilités du client et qui va rajouter des choses, peut-être en arrière-boutique, mais voilà, la machine ne fait pas tout. Elle aide énormément, elle standardise énormément, et ça évite encore une fois que l'humain se retrouve dans un mode presse-bouton. On l'utilise pas pour sa valeur ajoutée. Et là, l'idée, c'est vraiment de repositionner l'humain là où il a de la valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle est un accélérateur non négligeable. Pour autant, encore une fois, il y a des gens derrière. Nous voilà rassurés. Bon, mais écoutez, je crois que nous avons fait le tour de ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été actifs sur notre interface pour poser toutes vos questions. Vous pourrez revoir ce webinaire en replay un peu plus tard. Merci à nos invités. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à toutes vos questions. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Très bonne journée à tous. Merci. Vego, build it and drive the change.